Salut les riders, salut les rideuses. Cette fois-ci, je vous emmène le temps d'un week-end pour l'île de Noirmoutier. Nous partirons à 5. Je partirai avec ma femme Delphine, mon fidèle compagnon de route Guéna, ainsi qu'Aurélia, une jeune permis tombée immédiatement dans la passion, et son mari Sylvain, motard aguerri et surtout bon pote. Sur la route, nous sommes invités chez des amis, Chantal et Gérard, également motards, autour d'un barbecue. Nous ferons donc une halte à Pornic. C'est où? Tu fais chier quand t'étais sans. J'ai appelé mercredi soir pour qu'on fasse le point. Après un bon apéro et un super repas, nous devons repartir. Nous passerons le pont de Noirmoutier d'ici 1 heure. Merci beaucoup à vous deux pour votre gentillesse et votre hospitalité. À la fin des années 60, l'île de Noirmoutier reste encore dépendante du célèbre passage du Gois, accessible seulement à marée basse. Pour mettre fin à cet isolement rythmé par les marées, le département de la Vendée décide de construire un pont permanent. Les travaux débutent en 1969. 2 ans plus tard, le 7 juillet 71, le pont est inauguré et ouvert à la circulation. Long de 583 mètres, avec une travée centrale de 88 mètres et une hauteur sous tablier de 24 mètres, il enjambe le chenal du bois de la Chaise pour relier Fromentine à Lille. Au cœur de l'océan Atlantique, l'île de Noirmoutier porte les traces d'une histoire millénaire. Dès le Paléolithique inférieur, des hommes y ont vécu. Les vestiges néolithiques retrouvés à la Fosse, Luzéronde et dans les bois de la Chaise témoignent d'une occupation ancienne et durable sur ce territoire. C'est au 7e siècle que l'île entre véritablement dans l'histoire. En 674, saint Philbert y fonde un monastère bénédictin. Il organise la vie des moines, développe la récolte du sel et fait construire les premières digues pour protéger les terres des assauts de la mer. Ce monastère, bientôt appelé Nigrium Monasterium, donne progressivement son nom à l'île tout entière, Noirmoutier.
À l'extrême nord-ouest de l'île de Noirmoutier, l'anse de l'Herbaudière offre depuis le XVIIe siècle un abri naturel aux bateaux. Au XIXe siècle, on décide d'en faire un vrai port. La première jetée est construite à partir de 1869. Au début du XXe siècle, l'Herbaudière devient un port sardinier prospère. Des pinasses locales partent chaque jour en baie de Bourgneuf, tandis que 4 conserveries font vivre tout le village. Après la Seconde Guerre mondiale, le port se modernise. En 1973, on y crée le premier port de plaisance de Vendée. 3 ans plus tard, un important dragage permet aux bateaux d'entrer et sortir à toute heure, indépendamment des marées. Aujourd'hui, l'Herbaudière est le 2e port de pêche de Vendée. Il accueille une centaine de bateaux professionnels et plus de 600 places de plaisance. Avec sa criée, ses halles à marée et ses terrasses animées, il reste un lieu vivant où se mêlent pêcheurs, plaisanciers et promeneurs. Entre tradition maritime et modernité, l'Herbaudière incarne l'âme maritime de Noirmoutier au rythme éternel des marées et des retours de pêche. Face à la montée inexorable du niveau des océans, Noirmoutier se bat pour préserver son fragile équilibre insulaire. Située à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, l'île figure parmi les territoires les plus vulnérables du littoral atlantique français. L'érosion côtière s'accélère, les plages reculent, les dunes s'amincissent et les tempêtes hivernales deviennent plus destructrices. Les marais salants, poumons économiques de l'île, sont menacés par la salinisation et les submersions fréquentes. Entre Noirmoutier et le continent existe l'un des lieux les plus extraordinaires de France, le passage du Gour. Cette chaussée submersible de près de 4 km relie l'île au continent uniquement à marée basse, disparaissant entièrement sous les eaux à marée haute. Son origine est ancienne. Utilisé depuis le Moyen-Âge par les habitants, il apparaît sur des cartes au XVIIIe siècle. Longtemps simple piste naturelle tracée au fond de la baie, il est progressivement balisé avec des poteaux et des cabanes refuges, perchées, devenues emblématiques. Dans la baie de Bourgneuf, face à l'île de Noirmoutier, l'ostréiculture trouve ses racines il y a plus de 2 siècles. Dès le XVIIIe siècle, les premières activités liées à l'huître apparaissent dans cette vaste zone, riche en plancton et aux eaux tempérées. Au XIXe siècle, l'activité se structure véritablement. Les ostréiculteurs profitent de vastes estrans et des anciens marais salants aménagés pour installer leur premier parc. L'huître plate indigène est d'abord exploitée avant que l'introduction de l'huître portugaise puis de l'huître japonaise dans les années 70 ne révolutionne la production. Au milieu du XXe siècle, l'ostréiculture connaît un essor majeur. Des centaines d'hectares de parcs sont installés dans la baie, visibles à marée basse comme un immense quadrillage de tables et de poches. Le petit port ostréicole du Bonhomme, à la Guérinière, devient le cœur vivant de cette activité, avec ses cabanes colorées, ses cales et ses plates ostréicoles. Aujourd'hui, une trentaine d'ostréiculteurs perpétuent ce savoir-faire sur l'île. Au cœur de l'île, blotti autour de son château médiéval, se trouve Noirmoutier-en-l'Île, le chef-lieu historique et le poumon vivant de Noirmoutier. Née autour du monastère fondé par saint Philbert au 7e siècle, la bourgade s'est développée au pied des remparts, entre marais et océan. Dès le Moyen-Âge, le bourg s'organise autour du château construit au XIIe siècle par les seigneurs de la Garnache. Ces ruelles étroites, bordées de maisons blanches aux volets colorés, et de demeures de pêcheurs conservent aujourd'hui encore leur charme authentique. L'église Saint-Philbert, avec sa crypte mérovingienne du 8e siècle, constitue l'un des joyaux patrimoniaux les plus anciens de Vendée. Aujourd'hui, Noirmoutier-en-l'Île reste le cœur animé de l'île. Son marché hebdomadaire, ses boutiques, ses restaurants et ses terrasses attirent résidents et visiteurs toute l'année. Au début du XIXe siècle, Jean Corneille Jacobsen, issu d'une lignée de négociants flamands,
installé sur l'île depuis 1737, décide de protéger l'avant-port des assauts de la mer. Conçue à la fois comme ouvrage de défense et outil d'aménagement, la digue Jacobsen permet de sécuriser le port tout en contribuant à la mise en valeur des marais salants environnants. C'est à la fin du XIXe siècle que Noirmoutier découvre sa vocation balnéaire. Jusque-là essentiellement agricole, salinière et maritime, l'île attire les premiers estivants fortunés, principalement des familles nantaises et parisiennes en quête d'air pur et d'authenticité. Le bois de la Chaise devient le cœur de ce nouvel essor. Dès les années 1880-1890, on y construit de superbes chalets et villas en bois ou en pierre, mêlant style anglo-normand, néo-breton et fantaisie balnéaire. Ces demeures élégantes, nichées au milieu des chênes verts et des pins, longent les plages de la Grande Plage, plage des Dames et de l'Anse Rouge. Bah attends, j'y retourne. Mais tu nous as pas vu. Arrête, tu vas me prendre avec mes boucliers. Non, bien vu.
Plutôt que d'emprunter les grands axes rapides qui nous ramèneraient chez nous, nous faisons le choix plus lent et bien plus enrichissant de traverser la Grande Brière. Ce vaste territoire de marais et d'anciennes tourbières, situé au nord de Saint-Nazaire, offre un voyage hors du temps. À moto, la route devient une expérience sensorielle unique. On quitte les flux autoroutiers pour s'enfoncer sur des petites départementales sinueuses qui serpentent entre canaux, roselières et étendues d'eau miroitantes. Le paysage, façonné par des siècles d'exploitation de la tourbe, révèle une mosaïque de couleurs changeantes, vert profond, or des roseaux et reflets argentés des plans d'eau. Le long du parcours, de charmants petits villages typiques de Brière apparaissent. Saint-Joachim, Saint-Liphard, Quérinet, avec ses chaumières restaurées, ou encore la chapelle des Marais. Ces bourgs authentiques où le temps semble suspendu contrastent avec la frénésie des grands axes. Les routes étroites obligent à rouler plus lentement, invitant à savourer chaque virage et chaque point de vue de ce patrimoine naturel exceptionnel, classé parc naturel régional. Ce choix offre bien plus qu'un simple trajet. Il devient une parenthèse immersive, une transition douce entre un super week-end entre potes et le retour à la routine. Traverser la Brière à moto, c'est choisir la beauté brute des anciens marécages et l'authenticité des villages, plutôt que la rapidité anonyme des grands axes. T'as mis ton GPS, tu peux le mettre toi, sans... Saint-Guillaumard, ouais. Ouais, mais il va nous ramener vers la voie express là. Ah, un panache. Un panache. Ah ouais, un panache. Voilà, dernière ligne droite avant de rentrer. Quelque chose me dit qu'on repartira très vite. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que l'hiver a été long. Quand le printemps vous offre votre première sortie nourrie d'amitié, de passion, de partage. Sans même aller très loin, on aura fait quoi ce week-end? Un peu plus de 500 km. Je dis ça souvent, l'important c'est de rouler. Eh bien je pense que cette fois-ci c'est peut-être encore plus vrai. Parce qu'on a vraiment besoin de se retrouver. Se retrouver avec ceux qu'on aime, se retrouver avec soi-même aussi. Et les road trips à moto, pour moi, c'est le plus magnifique moyen d'y arriver. Alors à très bientôt, et Kenavo, bonne route.